Merci beaucoup, docteur Étienne. Effectivement, c'est riche. Alors, ça nous donne envie de vous poser plein de questions. Donc, on a des questions parmi nos auditeurs. Moi, j'avais, en fait, tous les trois, je voulais vous poser la même question. Vous nous avez tous les trois parlé des ressources à mobiliser au niveau individuel, au niveau du collectif. Et tout à l'heure, le commandant nous disait, en fait, un des conseils qu'il avait eu, c'était, en tant que chef, donner le cap et libérer les énergies. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, chacun d'entre vous, voilà, parce que le commandant, vous nous avez souligné, comment est-ce qu'on libère des énergies, voilà, dans un groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire, quels sont les ressorts, justement, pour suivre ce conseil qu'on vous a donné? Tous les trois, si vous pouvez répondre à ces questionnements. À vous la parole. Alors, Monsieur Étienne, si vous voulez, puis le professeur Rollet et commandant. Monsieur Étienne, puisqu'on vient de terminer avec vous, si vous voulez bien rebondir pour libérer ces énergies, justement. C'est ce que disait. On ne peut entraîner une équipe que si on lui montre qu'il y a un chemin. Vous voyez, ouais. Il faut montrer qu'il y a un chemin. Et ça, c'est le rôle du chef d'expédition. Garder ses doutes pour soi. Vous voyez, ne pas les occulter, garder ses doutes pour soi parce que c'est contagieux le doute. Et c'est contagieux, et surtout quand il y en a qui attendent qu'une chose, c'est qu'en fait on abandonne parce que c'est peut-être trop engagé, vous voyez, qui n'ont pas confiance dans leurs capacités. C'est le rôle du chef, et tant que la vie des équipes n'est pas en danger, persévérer. Ça, c'est que j'ai appris, persévérer. La persévérance est un maître mot pour arriver à atteindre ses objectifs. Je dirais que tant que la vie des hommes qui vous accompagnent et des femmes qui vous accompagnent n'est pas en danger, il faut persévérer. Merci. Professeur Poli, est-ce que vous voulez rebondir? Oui. En français ou en anglais? Oh, je vais en anglais. C'est bien, c'est bon pour lui aussi, pour français. Okay. So there's a simple dimension model that I use to explain this interesting question. How do you libérer les énergies, right? Liberate the energy of the person, of the group, and I think it's a very interesting question. So oftentimes I think in organizations and in groups we tend to focus on people's mistakes, their problems, their challenges. We spend much time trying to solve the what we might call deficits, the things that hold us back. But if we were to shift our energy, or shift our focus to things that actually, what are the things that help drive people's expertise, what's their motivations, and move more toward a positive deviance instead of a negative deviance. Most of the energy in organizations are spent around solving challenging issues and problems. And those are important, but when we're trying to unleash or liberate, right, unleash the energy of the people, how do we uplift and focus on developing their capacity for thriving and growing and learning and developing and becoming better than just the norm, but beyond. So a deviance that is in a positive direction. And I think I think of sports as a metaphor, right? That to be very, very good at a particular sport, you have to be healthy, which is the left part of this continuum. But to be excellent and to be thriving and to be extraordinary and to sort of unleash this, you have to, it's more than just solving your health. It's about making your health work for you in a positive direction. So I wish I had a way to show you this particular continuum, but it's a very interesting way to think about how do we foster the thriving kind of mentality in an organization. To spend more time asking questions
about why people are successful rather than why people are failing. In the military, for example, we spend a lot of time answering questions about problems and why people are having suicide ideation, sexual assault, whatever the case may be, why our systems don't work, why our material systems don't work, the engineering, instead of thinking about why in many cases are we very, very successful. And when we focus on where we're successful, we're much more likely to actually drive in a more positive direction. And in many cases, by focusing on those positive things, whatever they might be, we actually solve the problems that we started with in the first place. When we unleash the energy of the individual and we unleash their potential, they then solve the problem for themselves in many cases, right? And I love what Jean Etienne is talking about, right? With these, when we're leading and we're showing the way and we're developing the people, and we're, I don't have all the words here to say this, but I think there's much to say about how we work with our teams to unleash their capacity. So anyway, just a quick thought about that, but it's an interesting, very interesting question. How do you liberate that in a positive way? Commandant, du coup, la question que je vais poser également. En dernier, moi, la première chose, c'est d'abord de comprendre les gens, parce que tout le monde n'a pas les mêmes façons de procéder, les mêmes ressorts, et d'abord ce qu'ils veulent. Parfois, eux-mêmes ne se comprennent pas d'ailleurs, et c'est assez intéressant d'abord de créer un peu ce lien. Pour le créer, moi, je crois vraiment qu'il faut être assez nature quand on est chef, quand on est commandant. Moi, je me méfie des jeux de posture où on veut toujours être, voilà, c'est moi, je me positionne en tant que chef. Je pense que c'est une grosse erreur. Parce que moi je dis souvent la posture c'est déjà de l'imposture, déjà on est en train de se mentir et on est en train de mentir aux autres, donc il faut créer un vrai lien. On parle souvent d'authenticité aujourd'hui, et aujourd'hui on a du mal à la retrouver, cette authenticité, dans une société qui communique à tort et à travers, et finalement vraiment c'est ça qui va être important, c'est ce lien. Déjà une fois qu'il est fait, ce lien, je crois que le chef il a le devoir de mettre en mouvement l'autre, et pour mettre en mouvement c'est pas forcément ce que veut faire l'autre. Ça ne veut pas dire je vais t'écouter, je vais faire exactement ce que tu as envie, parce que parfois ce que tu as envie c'est pas bon pour toi, c'est pas du tout bon. Il y a des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux, il faut un petit peu les pousser. Il y en a, franchement ils sont un petit peu voilà, ils sont assez sûrs d'eux, et eux au contraire il va falloir les mettre un petit peu en difficulté, il va falloir les mettre devant leurs responsabilités pour qu'ils reviennent à une attitude peut-être plus humble. Donc en fonction des uns et des autres, mais il ne va pas y avoir les mêmes actions, les mêmes façons de faire. En fait, un commandant va réagir complètement différemment en fonction de l'individu, en fonction du groupe, en fonction du fonctionnement du groupe, pour créer des choses. Et parfois, on va peut-être générer des choses volontairement pour créer des électrochocs, ou au contraire pour amener progressivement la personne. Et ça, cette réflexion, elle est du commandant, elle est aussi avec les gens qu'il y a autour. Et je pense que, enfin, on parle souvent de la solitude du commandement, et c'est vrai, parce qu'il y a un moment ou un autre, le commandant va assumer, et il sera seul à assumer. Pour autant, ça ne veut pas dire que lui-même, il doit se positionner tout le temps en position de solitude. Et de temps en temps, il est bon d'aller connecter et d'aller dire « Ok, moi, j'ai un problème avec un tel, je ne vois pas comment je vais l'amener jusque-là. J'ai ça et ça comme piste. » Et parfois, il y en a d'autres qui vont vous donner d'autres lectures parce qu'ils voient la personne autrement, dans un autre cadre, d'une autre façon, et on va l'amener différemment. Et parfois, d'autres personnes vont aussi intervenir. On va pouvoir prendre un peu en tenaille avec plein de façons de faire. Et cette attention, elle est importante. Et voilà. Et encore une fois, parfois, ça n'est pas amener l'autre, ça n'est pas faire ce qu'il veut. C'est pas ça. C'est pas de la démagogie. C'est vraiment, ok, ben, je vais t'amener là où je pense qu'il faut que tu ailles. Et pour ça, ben, il y a des moments où ça va être difficile pour toi. Mais c'est important. C'est important de passer ces caps-là. Tu vas te découvrir. Et moi, voilà, vraiment, c'est découvrir. Il y a des choses que tu ignores encore. Et moi, je m'ignore aussi d'ailleurs. Et en parcourant ce chemin, on se découvre aussi soi-même. Dans la transmission, je pense qu'on grandit parfois plus soi-même que l'autre, en apprenant aussi à. Et je crois que la dernière étape, vraiment, c'est la confiance. Je crois que ça, le chef, c'est OK, à la fin, c'est moi qui assume. Donc, bah, vas-y, fais tes bêtises, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est moi qui vais prendre. Je te dis d'y aller. Vas-y. Et ça, c'est important de s'abriter. Il y en a beaucoup qui ont besoin pour se libérer. Ben voilà, que cette pression-là, elle saute, et de ne pas se sentir responsable de tout. Parfois, il faut les mettre en responsabilité, puis d'autres, il ne faut pas le faire. Moi, je vois, j'ai le cas parfois avec des gens. Moi,
par exemple, pour des papiers à signer, c'est tout bête, mais voilà, le commandant va signer des documents, des comptes rendus, etc. Et puis, il y a des moments où vous corrigez beaucoup, puis il y a des moments où vous dites, je ne vais pas corriger. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à un papier, en fonction de la personne que vous avez en face de lui, il a besoin, soit il a besoin de reconnaissance, il a besoin de se sentir, et donc vous allez lui dire, toi, tu vas être en responsabilité, donc je ne signe pas, tu signes, par exemple, par délégation de ma part, ou alors dire à quelqu'un, ça m'est déjà arrivé une fois, alors que j'ai l'obsession de la perfection, vous l'avez compris, au début, je pars vraiment d'un principe où je devais tout vérifier quand j'étais jeune, et lui dire, écoute, ton papier, je vais le signer sans le lire. Voilà. Donc, peut-être que tu vas le rédiger différemment. Peut-être que ça va être différent, tu vois. Là, je l'ai lu, ça ne me convient pas. Je t'explique pourquoi. Tu pars, tu le signes, tu le fais, et moi, je vais le signer sans le lire la prochaine fois. Là, ça génère autre chose aussi. Voilà, c'est comment est-ce que là-dedans, ça va, enfin, dans le ventre, en fait, parce qu'on parle souvent de la tête, et moi, je pense que vraiment, on ne commande pas avec la tête, c'est pas possible, quoi. On commande avec ses pieds en se déplaçant, on commande avec son ventre, parce que c'est de l'instinct, c'est de l'intuition, c'est des tripes, c'est comment on sent le ventre tourner, c'est la manœuvre, c'est ça, hein, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça que ça doit se passer, parce que je le sens, parce que je le vois, parce que voilà. Si la réponse a compris. Mais si, mais tout à fait, bien sûr qu'elle nous satisfait. On a aussi une question, notamment de la part des auditeurs. Est-ce que vous avez, au cours de vos expériences, fait évoluer votre style d'encadrement, votre style de leadership? Vous parliez du droit à l'erreur, vous parliez, docteur Étienne, du style de commandement de Tabarly, qui commandait par le silence. Est-ce que ces gens vous ont inspiré ou ont fait évoluer chez vous des pratiques en leadership? Il est évident que l'âge et puis le parcours, si vous voulez, c'est quelque chose qui facilite comment je dirais, c'est pas le respect, mais la confiance qu'il vous donne, vous voyez. Aujourd'hui, on gagne en légitimité avec l'âge, avec les expériences, vous voyez. Et donc, c'est beaucoup plus facile, je trouve, de gérer une équipe qui vient vers vous avec une confiance totale, vous voyez. Juste un petit mot pour rebondir par rapport à ce que disait le professeur Paulet. Bien sûr. J'ai habité 2 ans à San Diego, en Californie, et j'avais des enfants jeunes qui étaient à l'école et qui aimaient l'école. Il y avait quelque chose, des enseignants aux États-Unis, c'était wow, this is good, wow, this is very good. Après, c'était non, ça c'est pas bon, mais là on va travailler. Mais il y avait toujours cette notion, wow, this is good, là c'est pas bon, là on travaille. Et en France, on n'a souvent pas cette approche d'encouragement toujours. Et donc, je dis, quand vous avez fait une dictée que vous avez 10 fautes, une dictée de 100 mots, et que vous avez 10 fautes, vous avez 0, mais il y a 90 mots qui sont bons. Vous voyez, c'est ce côté-là de temps en temps qu'il faut. Et je disais ça pour mes enfants, mais c'est quelque chose qui peut être appliqué à tout le monde, de toujours montrer le petit truc qui est bien, que tu as bien fait. Ça ne va pas, mais on travaille dessus. Oui. Merci. Commandant, sur l'évolution de votre style d'encadrement? Oui, alors moi j'ai beaucoup évolué, je l'ai dit. J'ai beaucoup évolué. En partie, moi, quand je suis rentrée à l'école navale, moi, je crois que c'était la 6e promotion, il y avait des femmes. Il n'y en avait pas tellement. Je n'avais pas de modèle de femme commandant devant moi. Clairement, je n'avais pas d'exemple en tête. Je ne savais pas trop comment ça se passait. Je ne pouvais pas me calquer non plus sur les autres. Et mon premier commandant en affectation, il m'a dit, à ma notation, il ne l'a pas écrit, mais il me l'a dit. Il m'a dit, vous détonnez et vous dénotez et vous détonnez. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ah, mince. Et je me suis beaucoup posé de questions du coup en me disant, est-ce que, enfin voilà, comment il faut faire, voilà, c'est comment je dois faire, comment pour que ça marche, etc. Et en fait, moi, j'ai arrêté de trop me poser de questions. Alors, c'est peut-être pas bien. Je me remets en cause plein de fois sur des actions, sur des choses, mais je me dis, je suis moi. Déjà, c'est pas mal, déjà. Et donc, j'ai plein d'imperfections. Eh bien, tant pis. Voilà, tant pis. Je vais travailler petit à petit dessus et je vais essayer d'être le plus moi avec les autres. Et c'est ce qui fait que, moi, c'est dès que j'essaie, parce que je dois assumer une position auquel je ne partage pas bien ou machin, dès que j'essaie de faire ça, je sais que je suis moins bonne. Ça marche moins bien. Il faut vraiment… et finalement,
mon style de commandement, il évolue. Et je disais, moi, maintenant, aujourd'hui, ce que j'essaie, j'ai l'impression de m'éloigner du terrain. Plus vous gagnez des galons, plus vous êtes loin du terrain. Ouais, et plus vous avez des gens qui vous expliquent ce qui se passe sur le terrain. Et puis, il y a quelqu'un qui vous explique ce que la personne lui a expliqué, qu'il a vu sur le terrain. Donc, et puis après, et à la fin, vous vous dites, OK, est-ce que j'ai vraiment la bonne copie? Et moi, je cherche le brut. Je me dis, OK, que moi, j'arrête pas de descendre. Voilà. Donc, ça, c'est moi, hop, je vais voir. Et comment tu vas? Et comment ça? Sur tout et n'importe quoi. Être au courant de ce qui se passe dans la vie des gens aussi, c'est important. Je sais que parfois, on croit qu'il y a le boulot et enfin, c'est pas du tout vrai. Les gens, on n'a pas de cerveau, donc on n'en a qu'un. Donc, on n'a qu'un ventre. Donc, on vit avec ce qu'on est. Donc, quand on est au travail, eh ben, on vit avec ses soucis du boulot. Et quand on est à la maison, on vit avec ses soucis. On partage. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse avoir cette capacité d'ouvrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcer. Au contraire, il faut juste donner cette possibilité et l'entretenir parce que les portes se ferment beaucoup plus vite qu'elles ne s'ouvrent. Et donc, il faut pouvoir tout le temps pousser, tout le temps. Moi, j'essaie tout le temps de faire ça parce que je sais que c'est ce qui va m'aider, moi, pour travailler, pour être efficace, pour fonctionner et pour être bien aussi. Parce que c'est important dans son environnement proche d'être bien et les gens ont besoin d'être bien aussi dans leur environnement pour pouvoir bien bosser. Les gens qui se sentent bien avec leur chef, ils vont donner quelque chose de meilleur, c'est sûr, quoi. Ça me paraît évident. Merci, commandant. Une autre question que je voulais vous poser. Vous avez parlé, c'était docteur Étienne, du chef d'orchestre et des musiciens. Évidemment, on pense bien que sur une frégate en passerelle, il y a des rôles aussi qui sont bien déterminés par rapport à ces systèmes de rôles, surtout quand on arrive dans des contextes extrêmes. Est-ce que vous avez identifié des rôles spécifiques, par exemple, quelqu'un qui puisse jouer le rôle de contre-pouvoir, qui puisse vous dire attention, là, on est aux limites de l'équipe. Parce que, comme vous l'avez dit, par exemple, docteur Étienne, vous avez vous-même découvert vos limites. Mais il y a celle du groupe, celle du... Et donc, est-ce que vous aidez de quelqu'un? Moi, je me souviens d'un témoignage, c'était l'amiral Vandier qui nous avait dit, voilà, j'appelle un ami, pour quelqu'un qui aura ce regard extérieur. Est-ce que à chaque fois dans votre équipe, vous identifiez une personne qui puisse, comme vous l'aviez dit aussi, docteur Étienne, jouer le rôle de celui qui dit, là, on va trop loin, quoi. Voilà, c'est... Alors, un d'entre vous, mais voilà, dans une équipe, parce que pour développer aussi des capacités de résilience collective, il faut avoir des rôles aussi, peut-être de gardien aussi. Voilà, à vous la parole. Je ne sais pas qui va intervenir. Commandant, docteur, Étienne? Je me lance. Oui, allez-y. Je me lance. Oui, c'est important. C'est important déjà, même tout le monde peut jouer le rôle de contre-pouvoir, même les plus jeunes, parce qu'ils peuvent voir des choses, parce que voilà, ils peuvent voir. Et ça fait partie aussi de laisser cette possibilité toujours ouverte. Et dire, moi, je veux que tu me dises ce qui ne va pas, mais même sur moi, vas-y, dis-moi. Dis-moi, moi, j'ai besoin qu'est-ce que tu as pensé? De la générer, d'appuyer. Et c'est vraiment. Et quand on vous le dit, c'est là où il faut être. Il ne faut pas dire, non, je ne suis pas d'accord. Je pense que vraiment, à ce moment-là, j'ai complètement bien fait. Non, pas du tout. Ok, d'accord, tu penses ça? Ok, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Moi, je l'ai vu comme ça. Si je ne l'ai pas vu comme toi, c'est qu'il y a un truc. Donc, on analyse et on regarde. Et ça veut dire que parfois, ça pique un peu, mais je pense que c'est nécessaire. Et je pense que c'est indispensable. Docteur Étienne, est-ce que vous avez joué ce rôle, mais est-ce que dans vos équipes, des coéquipiers ont joué ce rôle pour vous aussi? Ah oui. Moi, j'ai un GG et un Lulu. Ce sont deux équipiers de confiance totale. Et un qui est GG, qui est un super bricoleur. C'est quelqu'un qui est un bricoleur de génie, qui est capable toujours de créer quelque chose de technique pour apporter une solution, pour conforter des mécanismes réels. Lulu, c'est un pilote d'hélico qui a beaucoup d'expérience. Et ce sont deux personnes de terrain de bon sens et avec lesquelles j'ai des relations amicales, mais de confiance. Par exemple, GG me tutoie. Lulu, qui a été formé comme pilote d'hélicoptère dans l'armée, il ne sait pas me tutoyer.
mais nos relations sont comme frères et de confiance, quoi. Et donc, ce sont des gens que je peux appeler et je sais que leur parole est simple, modeste, mais solide. Et en général, je passe beaucoup de coups de téléphone quand j'ai un doute. Je m'entoure toujours, mais quand je dis je m'entoure, j'interroge beaucoup. J'ai besoin de tout le temps de conforter. Je vous donne cet exemple de 2 équipiers, et il n'y a pas une expédition qui a pu se concevoir apaisée sans Gégé et Lulu. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Mes deux ouvriers, là, mes deux personnes de confiance, et qui n'ont aucune relation de soumission avec moi. C'est important, vous voyez. Oui. Même s'ils ont beaucoup de respect pour ce que je fais. Vous voyez, l'un est chaudronnier, moi je suis interne en chirurgie, vous voyez l'écart, mais il n'y a pas du tout de soumission. Et je sais qu'ils sont précis dans leurs réponses, indépendamment de notre relation. Et ça, ce sont des points importants pour moi. Oui, okay. Professeur Pauli, ouais, on vous écoute. J'éteins mon micro. Oui, merci. Okay, so I love this. This is really interesting. One of the things that I'm paying attention to is the role of the social connections that are playing here. And for me, resilience is, when we think about resilience, it's about that capacity that we've developed for those positive connections. So in the example, right, your 2 friends that you're talking about, Jean-Etienne, right? This idea that you've formed these very, very solid positive relationships, and for the commandants, it's the same kind of thing where you're developing and strengthening these relationships of trust, these relationships of that you can communicate about anything, and that there's an openness to that communication. I think that's a really important part. The other thing that stands out to me as I'm listening is that as a leader becomes a leader, as a leader advances in their age or their experience or their time in that kind of a role, they become, in some sense, more and more alone. And Jean-Louis, you spoke very much about the alone aspects of being a leader, or just being alone. And I think that's a very, very important part of resilience as well, which seems sort of counterintuitive. But we find our resilience, and we experience that resilience, even though we are alone. We are not alone. We have the experiences of our past. We have those the relationships that we have established in the past. And even though they're not with us in the conversation presently, they're in our minds, and we bring those experiences back into our mind when we're in those very difficult situations. And we bring those people, we bring those conversations. We're faced with something, and they become the voices in our minds that allow us to work through the challenges, and we draw on those experiences in our minds. Pour les enrôlés, les recrues pour les navals ici aux États-Unis, nous avons fait une petite enquête et on a fait des entretiens. On a parlé beaucoup de leurs défis, c'est ça? Mistakes, challenge, des erreurs et des problèmes ils ne pouvaient pas passer toutes les étapes pour arriver jusqu'à la fin. Ils allaient sortir de l'école pour l'entraînement. Et enfin, ce qu'ils ont décidé, ce qu'on a trouvé, que c'est dans leur tête, ils pensaient aux Écritures dans la Bible. Ils pensaient de leurs parents, de leurs amis, des personnes qui l'ont formé dans leur vie. Et les voix dans la tête, dans leur esprit, ça leur a marqué beaucoup pour avancer, pour continuer à faire
de leur mieux et de passer toutes les étapes pour avoir de la réussite à la fin. C'est-à-dire que les relations, même si on est seul, on a des relations dans nos expériences et dans notre vie quotidienne. Et tout ça, c'est ce que je trouve important quand je vous écoute. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. On a une question, moi j'en ai plein, mais il faut que je prenne celle de la salle, évidemment. On a une question. Quels seraient, selon vous, les facteurs de risque qui pourraient amener à entraver la capacité de résilience d'une équipe? Donc au niveau d'une équipe. Voilà, je vais commencer. Je vous en prie. Je coupe mon micro. Voilà, merci. I think that we have already answered this question, actually, and I think many of the things that we've said, I really like what the commandant said. Oubliez votre imperfection, c'est ça? C'est à peu près comme ça. Et l'écoute, c'est très important. Si on n'écoute pas, ça en manque beaucoup. What else? The authenticity, that's a very much a risk, right? So those are just a few. I think the not paying attention to some of these very, very subtle dynamics, we miss things, and so I think those are some of the initial risk factors that I would just put out there. Je passe. Commandant, docteur Etienne, qui est-ce qui veut s'exprimer sur le sujet? Je pense que dans un groupe, il y a la rupture de confiance qui est le premier risque. Ouais. C'est s'il y a deux personnes qui ne s'entendent pas, qui ne se font plus confiance, ou des groupes qui ne se font plus confiance, ça c'est destructeur. C'est vraiment ça. Et parfois, on fonctionne aussi avec les caractères des gens. Et quand on est commandant sur un bateau, on ne choisit pas les gens qui viennent à bord. Donc, et parfois, il y a des incompatibilités d'humeur, de caractère. Et ça, faut surtout ne pas regarder ailleurs, quoi. Faut vraiment prendre ce problème à bras le corps parce que c'est capital pour que ça fonctionne. Il y a aussi quand il y a quelqu'un du groupe apprécié mais qui est en grosse difficulté. Ça affecte tout le groupe. C'est quasiment immédiat. Quelqu'un qui se blesse ou quelqu'un qui a des problèmes autres, hein, ou qui a des problèmes personnels, ça pèse pour tout le monde. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour que tout ça monte et que ça ne descende pas, voilà. Que qu'on arrive à monter la personne avec le groupe et que ce soit pas le groupe qui descende avec la personne. Et ça, c'est vraiment important de savoir, de trouver. Pareil, là, il y a une question d'anticipation de préavis. Si vos portes sont bien ouvertes, c'est pas toujours le cas. Et même quand on essaie de les ouvrir, ça marche pas. Mais le commandement, il faut qu'il soit informé assez vite parce qu'il peut avoir des leviers organisationnels, d'échanges, des personnes extérieures aussi qui peuvent venir apporter leur soutien pour que pour que ce groupe reste bien constitué. Et après, la haute intensité, moi j'aime ça. Moi je trouve que ça solidifie le groupe en fait. Ouais. Ça peut être un risque, mais ça crée quelque chose. On est passé par là. Voilà. Ça, c'est quand on a passé ce cap, ça pour le coup, pour moi, c'est un accélérateur. C'est un vrai accélérateur. Ce qu'on vit en mission, on vit en opération, il y a une intensité et quand tout le monde joue sa partition et qu'on comprend, enfin, c'est une espèce d'aboutissement et quand on passe ce cap-là, c'est alors, les moments où ça marche pas, ça réussit pas. Et là, le facteur de risque, c'est le découragement collectif et il faut pouvoir dire, ok, mais il y a une prochaine, quoi. Peut-être ça la résilience. La résilience, c'est voir le coup d'après. C'est se dire, oui, parce que c'est un processus dynamique. Demain, je prépare pour demain. Et donc, même si aujourd'hui, c'est pas génial, comment je prépare l'après? Ouais. Merci beaucoup. Commandant, docteur, pardon, vous voulez rebondir sur cette question? Oui, je ferai un parallèle avec une équipe de rugby. Vous avez tous des acteurs différents. Et j'ai moi-même joué au rugby. Il y a longtemps, j'étais demi de mêlée au Castres Olympique, vous voyez, il y a longtemps. Et dans une équipe qui est en train de perdre ou qui vient de gagner, il y a quelque chose d'important, c'est de se serrer la main de manière à ce qu'il y ait un échange à la fois dans la difficulté et dans la victoire.
vous voyez. Mais c'est physique. Je ne sais pas si ça peut se faire dans l'armée, mais c'est physique. À un moment donné, on se serre la main ou on se met comme ça sur l'épaule, vous voyez, comme font les sportifs. On a une difficulté dans l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui fait circuler et qui nettoie un peu, surtout dans une équipe, quand il y en a un qui a fait une bêtise, par exemple, vous voyez, qui a laissé passer le ballon. Enfin, bref, donc il a du poids sur les épaules. Il va être mauvais dans les trucs après, parce qu'on attend qu'il se... Mais non, c'est l'équipe qui doit venir, on le serre, on le prend. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je l'ai vécu, cette espèce de rencontre physique dans les mains, je ne sais pas, regarder le ciel, faire une sorte de rituel, vous voyez? Un rituel qui permet de ressouder une équipe. Ça, je trouve que je l'ai vécu et c'est très fort. Et même partager la joie, vous voyez, partager la joie de quelque chose qu'on a réussi, c'est magnifique dans une équipe, quoi. Alors, ça me permet, hier, on était, vous savez qu'il y a des thématiques durant ces journées scientifiques. Hier, c'était la thématique sur l'industrie. Cet après-midi, c'est le domaine médical. Et hier, justement, on parlait de rituels dans les contextes de crise, où les rituels, c'est une sorte de repère, en fait, qui permet aux acteurs de se raccrocher à des référents, en fait. Et les rites, vous parliez du rugby, alors c'est un sport de la marine, mais c'est ce respect de l'autre, vous parlez de relations de confiance, c'est aussi ce qui permet de garder du lien. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup tous les trois parce que c'est vraiment, on voit bien que quand on parle de regard croisé, en fait, les interactions, elles sont tout à fait possibles entre le monde de la recherche, qui a ses grilles d'analyse, grilles de lecture, et qui peut tout à fait se transposer sur des praticiens, en fait, des experts du terrain. Alors, c'est vrai qu'on croise, on étudie des terrains et vous pratiquez des terrains extrêmes. Donc, on évolue, entre guillemets, dans les mêmes domaines d'action. Mais merci beaucoup pour vos témoignages, parce que je pense que alors ça réagit. Alors je vous dis pas, je ne lis pas tous les réponses et les questions, mais il y a beaucoup de remerciements sur le témoignage très riche, passionnant, etc. Donc au nom des auditeurs, merci beaucoup. Et du coup, je vais laisser la suite à la régie parce que nous enchaînons tout à l'heure. Je vous invite aussi, je parle aussi aux auditeurs à nous rejoindre à 14h. On a une thématique, et docteur Étienne, vous auriez pu presque enchaîner parce que cet après-midi, c'est la thématique médicale. Donc là, on a encore un académicien, on a aussi des professeurs de médecine qui interviennent dans les services d'urgence, de réanimation, services de secours également, colonels aussi, qui ont éprouvé des contextes extrêmes. Mais en tout cas, le relais se passera bien pour cet après-midi. Donc, merci encore pour vos témoignages et voilà, cette richesse d'expertise. Voilà, je vous remercie très sincèrement. Voilà. Très belle journée à tous.